Alors, bonjour à tous. Bienvenue aux Journées de la Bred, deuxième jour. Alors, hier, nous avons débuté les journées par les réflexions sur l'homme et le climat et Montesquieu au XVIIIe siècle. Puis, nous avons enchaîné sur une passionnante table ronde sur sciences et stratégie climatique avec Corinne Lepage, Magali Reguetzazit et Bettina Laville, évidemment, qui va arriver tout à l'heure. Aujourd'hui, au programme, 3 tables rondes. La première qui parlera du contexte philosophique, social et sociétal, avec mes deux invités que je vais vous présenter juste après. Ensuite, le contexte économique, avec Philippe Dessertine et Christian Depertuis. Et ensuite, et enfin, la dernière table ronde de la journée, le contexte géopolitique avec Alain Wang, Catherine Vitol de Venden et Raimondo Caggiano de Azevedo. Alors, on va commencer par la première table ronde qui est le contexte philosophique, social et sociétal. Alors, je vais présenter mes deux intervenants. Tout d'abord, Catherine Larère, bonjour. Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne et avez fondé et présidé pendant plusieurs années la Fondation de l'écologie politique. Vous êtes spécialiste de Montesquieu, ça tombe bien ici, et également de l'éthique de l'environnement. Vous êtes conférencière et vous avez publié de nombreux ouvrages sur le sujet, et notamment Les inégalités environnementales en 2020, et un autre ouvrage avec votre mari Raphaël Larère, Le pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophique. Alors ça va être très intéressant d'en parler. Hier, on a eu un panorama qui n'était pas toujours optimiste. Donc on va en parler aujourd'hui. Éric Trelu, vous êtes professeur de philosophie au lycée de la Soc, à quelques kilomètres d'ici. Vous êtes en quelque sorte le régional des journées. Vous êtes également conférencier, doctorant à l'ICT et spécialiste en philosophie de la nature. Vous avez publié de nombreux articles et répondu à une question particulièrement intéressante de France Culture pour un sujet du bac, sur laquelle nous reviendrons. Est-il souhaitable de réaliser tout ce qui est techniquement possible? Alors, Catherine Larère, je voudrais commencer par une question sur l'Anthropocène. Est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est l'Anthropocène? Quand est-ce que le mot Anthropocène arrive sur la scène médiatique, scientifique, politique? C'est un article qui est publié en 2000 par deux scientifiques, un prix Nobel de chimie, Paul Crutzen, et un écologue biologiste, Eugène Sturmer, et qui publie un article donc dans la newsletter, la revue de l'IGPB. Alors, c'est l'Institut international pour le programme Géosphère-Biosphère. J'y reviendrai, c'est important. Et cet article sera suivi par un article comparable dans une revue dont vous connaissez certainement le nom, qui est Nature, qui est la grande revue scientifique prestigieuse. Alors, ces deux auteurs proposent qu'on nomme une nouvelle ère géologique. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Si on prend le quaternaire, hein, l'ère, alors disons plutôt une époque géologique, l'ère quaternaire était jusque-là divisée en deux époques. Le Pléistocène, qui était une époque essentiellement glaciaire avec des interglaciaires et qui a plusieurs millions d'années. Et puis, on faisait commencer il y a à peu près 13 000 ans, au moment en fait où on passe des chasseurs-cueilleurs et on commence l'agriculture, qu'on a nommé Holocène, et il proposait qu'on en rajoute une troisième, une dernière, appelée l'Anthropocène, du grec anthropos, et puis scène qui, comme vous l'avez vu, est le suffixe qui définit une époque géologique. Pourquoi? Parce que, disent-ils, les hommes, par leur poids démographique, mais surtout par leur action technique, sont devenus une force biogéochimique comparable aux autres forces naturelles agissant sur la planète. Ils sont capables de transformer de façon importante et non réversible l'ensemble du système Terre.
Alors le plus connu, la plus évidente de ces transformations, c'est le changement climatique dont on vous parle depuis hier. Hein, et je vous rappelle que le GIEC, hein, le groupe intergouvernemental d'experts du climat, est créé en 1988 et rend ses premiers rapports. Et quand Crutzen et Sturmer feront leurs propositions, les rapports du GIEC disant le changement climatique est anthropogénique, c'est-à-dire il est d'origine humaine, sans contestation possible, ont été publiés. Donc c'est dire que la planète entière est entrée dans une époque nouvelle qui est la conséquence de l'importance des actions humaines. Alors, je vous rajoute un tout petit peu, si vous permettez, ça c'est donc 2000-2001. C'est l'IGB, c'est les sciences du système Terre qui pensent que la Terre est un système et l'Anthropocène est une thèse sur le système Terre, sur ce qui le modifie. Alors, pour qu'on nomme une nouvelle ère, il faut une décision de la Société internationale de géologie qui commence à travailler en 2006. Elle n'a pas terminé. Hein. Elle a nommé des commissions, des sous-commissions qui ont fait des rapports. Pour les géologues, on est toujours dans l'Holocène. Donc, d'une certaine façon, l'appellation d'Anthropocène rencontre certaines résistances du côté scientifique. Au contraire, elle va avoir un très grand succès auprès des sciences humaines. Bon, je peux en témoigner. J'ai organisé avec l'anthropologue Philippe Descola en 2015 un colloque intitulé « Penser l'Anthropocène » dont j'ai co-dirigé la publication au Collège de France. Et c'était destiné à montrer que les intellectuels s'engageaient sur les questions climatiques. C'était plein. Hein. Quand Descola a fait sa conférence inaugurale, on avait le grand amphi 500 places du Collège de France qui était plein, plus la retransmission dans un deuxième amphi qui était plein aussi. On a dû ouvrir une troisième salle pour vous dire ça intéresse, ça plaît. Et donc là, je donnerai deux références. En 2009, un historien du postcolonialisme, un historien qui est à l'université de Chicago, mais qui est d'origine indienne, Dipesh Chakrabarty, publie ce qu'il appelle le climat de l'histoire. Bon, c'est assez joliment dit, le climat de 4 thèses sur l'Anthropocène. En gros, ce qu'il va dire, c'est l'Anthropocène, c'est la fin de la séparation entre histoire humaine et histoire de la nature. Les deux se réunissent. Et donc, il dit, mais maintenant, l'humanité doit être considérée comme une espèce, même au niveau historique. Alors, à ça répond l'idée que non, ça ne va pas du tout, et qui est présentée par deux historiens en France, Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil, qui disent, mais quoi, cette appellation d'Anthropocène, c'est anthropos, l'homme, l'humanité, c'est attribué à l'humanité entière. Mais qu'est-ce qui a produit le changement climatique? C'est, pour aller vite, le mode de production capitaliste. C'est la production, l'accélération de la production qui a envoyé du CO2 dans l'atmosphère. Ils disent, mais non, il ne faut pas appeler ça Anthropocène, il faut appeler ça Capitalocène. Alors on a dit aussi Capitalocène, Anglocène, Britanocène, Europocène. On a aussi proposé Plantationocène, pour dire que la plantation et mettre l'accent sur la conquête coloniale, c'est là que ça commence. Et alors, dernier point, je vais prendre mon micro, pour dire, et finalement, alors là-dessus, on a beaucoup travaillé, réfléchi, mais vous voyez que les gens ne sont pas d'accord sur l'Anthropocène. Et je dirais, en gros, il y a deux interprétations qui sont à la fois conflictuelles, mais l'une peut apparaître comme la réponse à l'autre, qui est le bon Anthropocène. Ben voilà, l'humanité maîtrise la planète maîtrise la nature au niveau de la planète entière, et donc on va pouvoir manipuler la planète, et c'est les idées de ce qu'on appelle la géo-ingénierie, l'ingénierie de la Terre, et donc un certain nombre d'idées. Donc voilà, on est en pleine maîtrise de la Terre. À quoi, de l'autre côté, répondre non, ce n'est pas la maîtrise de la Terre, c'est nous qui l'avons fait, mais ça nous échappe complètement.
Et donc, vous avez peut-être vu dans les journaux qu'un certain nombre de scientifiques disent on en est à un point où un certain nombre de tipping point, de points de bascule vont être franchis, et là on va vraiment entrer dans un changement irréversible, beaucoup plus grave que ce qu'on peut avoir maintenant, avec les glaciers, les émissions de méthane du fait de la fonte du pergélisol, et puis peut-être un détournement des courants marins. Donc, je dirais, l'Anthropocène est partagé entre une interprétation disant ça y est, notre génie technique, le génie technique de l'humanité peut continuer, et l'autre qui est de type catastrophiste, hein, parce que l'Anthropocène, avec tout ce qui l'entoure, est un des points de départ des réflexions catastrophistes. D'accord, merci Catherine pour cette introduction sur l'Anthropocène. Je crois que Eric, vous aviez une vision peut-être un peu différente en tout cas de ce qui a été présenté sur l'impact en fait de l'être humain sur la géologie et les écosystèmes. Oui, alors ce qui m'intéresse, ce sont les représentations que nous avons de la nature. Nous parlons de l'Anthropocène, nous parlons des rapports entre la nature et l'homme, mais, me semble-t-il, la question de l'Anthropocène présuppose une certaine vision de l'homme et de la nature que je voudrais vous proposer et peut-être sur laquelle il faudra discuter. Vous savez peut-être que Descartes a écrit que l'homme souhaitait devenir comme maître et possesseur de la nature. Certains aujourd'hui disent que l'homme ne fait plus comme si, mais jouant à l'apprenti sorcier, est devenu maître et possesseur de la nature, sans finalement pouvoir, à la différence de l'apprenti sorcier, corriger ce qu'il a enclenché comme processus. Sauf que, et la question de l'Anthropocène finalement le présuppose, elle traduit une séparation qu'il faut questionner entre l'homme et la nature. Il y a un paradoxe. On dit à la fois que l'homme, finalement, se redécouvre qu'il est partie intégrante de la nature ici, de la Terre, de ce système dont il fait partie, mais en même temps, il s'en est radicalement séparé. Et je voudrais simplement vous montrer cela sur un seul point. Quand on fait des sciences, on a parlé hier de faits scientifiques. La science, en tout cas la science depuis Galilée, Newton, présuppose une séparation drastique entre ce que l'on mesure et ce que l'on ressent. Actuellement, vous sentez qu'il fait assez chaud. Bon. Sauf que cette phrase n'est pas scientifique. S'il y avait un thermomètre dans la pièce, et on pourrait à ce moment-là peut-être dire qu'il fait 38 degrés, cette phrase serait scientifique. Nous croyons, vous croyez qu'il y a entre il fait 38 degrés et la sensation que vous éprouvez un lien. Il n'y a absolument aucun lien, en tout cas fondamental. Le problème, c'est que, et là je vous renvoie à l'histoire de la physique et de la méthode de la physique, c'est que la science a coupé l'homme de son ressenti, a coupé l'homme de cette nature qu'il perçoit avec ses sens. Et cette rupture que certains ont appelée une barbarie, je vous renvoie par exemple à une thèse d'un philosophe français, Michel Henry, de la barbarie. Cette rupture d'avec nos sens est quelque peu, j'allais dire, à l'origine de ce que nous vivons actuellement. C'est-à-dire que tout le processus technologique, tous ces processus que nous enclenchons, que nous pouvons plus ou moins maîtriser, que nous espérons maîtriser par d'autres processus, d'une certaine façon, sont l'expression de cette rupture fondamentale de l'homme avec son ressenti et finalement de l'homme avec le vivant.
Or, tout le problème, si vous voulez, j'allais dire, de ce dont on parle, c'est que d'une certaine façon, nous ne remettons pas en question, alors que nous savons que nous avons un impact sur cette nature, nous ne remettons pas en question ce qui fait que nous nous sommes séparés de cette nature. Et pour finir, simplement, et rendre le micro, dans un texte de Jean-Jacques Rousseau sur ce qui fait que l'homme est humain. Jean-Jacques Rousseau nous dit que l'homme est humain non pas par la raison, mais il est humain par la pitié naturelle qu'il éprouve envers le plus petit, notamment envers les animaux. Claude Lévi-Strauss, dans une de ses allocutions données à l'UNESCO, disait que cette séparation par la rationalité calculante qui a coupé l'homme de la vie, elle s'est retrouvée tout au long de l'histoire. Et je pense que ce que nous ressentons aujourd'hui est le résultat de cette séparation. Le problème, c'est que si on attend de la science des décisions qui nous permettraient finalement de renouer un lien avec cette nature que nous abîmons, faudrait-il encore penser ce qui fait que nous sommes partie intégrante de cette nature, et donc de repenser finalement ce qui est au fondement même de la science contemporaine. Merci Eric Trélu pour ce point de vue. J'insiste sur un point, c'est qu'on a les 3 derniers groupes, enfin les rapports du GIEC des 3 derniers groupes ici. Je vous invite à les consulter. C'est extrêmement intéressant, c'est très synthétique et ça vous permettra d'avoir une vision globale sur ce que le GIEC en tout cas exprime sur les 3 derniers rapports. Alors j'avais envie de parler de la gouvernance politique climatique. Catherine, peut-être est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre la coopération et les intérêts personnels des pays, ce qu'on va comparer entre idéalisme et réalisme? Alors, je dirais, là vous m'entendez? Bon, c'est bon. Je dirais, là aussi, si on fait un petit recul historique sur la façon dont la question écologique est arrivée à la conscience individuelle, à la conscience collective, politique, je crois qu'on peut repartir en 1971. En 1971, l'ONU réunit à Menton, donc au sud de la France, une assemblée de scientifiques, parce que c'est à partir des années 50-60 qu'on commence à s'inquiéter sur l'état de la planète. Alors, on n'a pas encore une idée claire du réchauffement climatique, mais il y a déjà un certain nombre de nuages à l'horizon. Et donc, en 1971, à l'issue de cette réunion à Menton, est publié l'appel de Menton, qui va être publié dans le courrier de l'UNESCO, qui est une revue qui doit être publiée en une 50aine de langues, hein, donc qui est dans le monde entier. Et ça s'appelle 2000 savants s'adressent à 3,5 milliards de terriens, parce qu'à l'époque, il n'y a que 3,5 milliards. Ouais, hein, on est 8 milliards aujourd'hui. On est 8 milliards. Donc, et le ton général est le suivant, dire que les choses vont mal. Hein, alors, il donne ce qui est l'inquiétude de l'époque, les pollutions, il y a un problème? C'est bon là? Donc le problème, l'appel de Menton, hein, les scientifiques font un état du monde rapide, pollution, épuisement des ressources, augmentation démographique, et puis aussi les guerres qu'il y a à ce moment-là. Et ils disent la situation est très grave, hein, on peut aller vers ce qu'ils appellent l'humanité est en danger, mais nous pouvons nous en tirer, et disent-ils, et c'est pour ça que je cite ça, si nous laissons tomber nos intérêts mesquins pour nous unir sur nos besoins, à ce moment-là, nous trouverons une solution. Alors ça, je dirais, si je le dis, c'est que c'est le premier appel de scientifiques, et tous les appels de scientifiques vont reprendre ce même schéma, qui est très discutable. Oublions nos intérêts et ne pensons aux besoins qui nous unissent, parce que nous sommes nous faisons partie de la Terre et nous avons des besoins tels que si nous détruisons la Terre, nous nous détruisons nous-mêmes.
Alors, c'est aussi le même moment où l'ONU va faire son premier sommet de la Terre en 1972, la conférence de Stockholm, et va réunir, dans un programme de l'ONU sur l'environnement, dans le programme des Nations Unies sur l'environnement, va mettre en place ce qui va conduire à ce que vous connaissez sans doute tous, en fait, c'est le 3e sommet de la Terre en 1992, et puis d'où sortiront une série de déclarations sur, en général, l'expression de développement durable, sur la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, qui décide de ces réunions tous les ans, une fois au nord, une fois au sud, de conférences des parties COP, qui sont les signataires de cette convention sur le climat, et puis il y a une déclaration sur la biodiversité. Donc là, vous avez la mise en place d'une coopération entre les scientifiques qui font les rapports, comme ceux du GIEC, et vous avez la même chose pour la biodiversité, c'est l'IPBES, c'est la plateforme aussi gouvernementale sur la biodiversité et les écosystèmes, et les politiques qui se réunissent. Donc là, vous avez des formes de coopération. Alors, vous savez qu'on en est, on était à la COP 21 en 2015, on va vers la COP 27. Il y a eu des accords, mais il y a actuellement un certain pessimisme sur le peu d'effets de ces accords. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais, ce n'est pas simplement une question d'idéalisme et de réalisme. Moi, je pense que c'est beaucoup plus une question d'articuler ce qu'on obtient globalement et le local, étant donné que le local, ça peut très bien être le national. Au regard de la planète, un État et un petit État comme la France, c'est du local. Donc, il y a la possibilité, alors, il y a, disons, le changement climatique unifie aussi politiquement le monde, mais il n'y a pas de gouvernance mondiale. Personnellement, je pense que c'est très bien qu'il n'y ait pas de gouvernement mondial, et c'est en tant que spécialiste de Montesquieu que Montesquieu nous a montré qu'un gouvernement du monde serait despotique. Et je crois qu'il a toujours... Ce qu'il disait est toujours juste, mais il y a un problème de descente des décisions et donc d'accords politiques à des niveaux plus locaux. Alors c'est très intéressant parce qu'hier, on a eu une discussion sur les niveaux de décision avec le département, la région. On peut imaginer la France, l'Europe. On peut monter au niveau du monde. Aujourd'hui, la pollution, on peut répéter quelques chiffres qui sont importants à connaître. C'est 30% des émissions de gaz à effet de serre par la Chine. C'est 14% par les États-Unis. L'Inde suit avec 7-8%. Donc, en gros, quelle est la place de l'Europe dans tout ça? On peut se poser la question, mais le vrai sujet, c'est est-ce qu'on peut trouver, au niveau des gouvernances politiques, des accords, est-ce qu'il peut y avoir un équilibre? Encore une fois, je repose la question entre coopération et intérêt personnel de chaque pays. Merci Jérôme. Pour répondre à la question, je rebondirai sur encore quelque chose qui a été dit hier quand on a parlé de la sobriété. S'il fallait traduire le mot sobriété par un mot plus classique, on dirait la tempérance. Mais à mon avis, quand on parle de tempérance, on s'intéresse à l'individu et non pas à la société. C'est l'individu qui est appelé à être tempérant, c'est l'individu qui est appelé à être fort, ce sont les vertus morales qu'avaient imaginé les Grecs, et notamment la tempérance chez Platon, c'était quelque peu l'équivalent de l'homme sage, de l'homme heureux, de l'homme bon. Et si on s'adresse et si on se pose la question des pays et de l'inégalité entre les pays, à mon avis, là, on pose la question de la justice. Et ce n'est pas la même chose, parce que la justice, ça nous concerne les uns les autres, ça concerne notre rapport les uns aux autres. La tempérance, ça me concerne moi d'abord. Et je pense que ce qui est vraiment posé par tous les problèmes actuels, et notamment le problème du réchauffement climatique, c'est
derrière les questions d'inégalité, c'est toute la question de la justice. Et dernier point, quand on pose la question de la justice, je ne suis pas sûr, d'aller dire, de la sagesse des gouvernants. D'autant plus que les gouvernants pensent qu'il faudrait écouter les scientifiques. Je suis un peu ici caricatural, mais je vais vous dire pourquoi. Là encore, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Madame Lepage, hier, a cité Olivier Rey dans un de ses articles sur la philosophe Simone Veil. Il écrit « La science n'aime pas le monde ». La question, c'est que justement, la séparation dont je vous ai parlé, qui est classique, qui est au cœur de la démarche scientifique, ne voit pas le monde comme un bien, voit le monde comme quelque chose que l'on peut étudier sans qu'il y ait ni bien ni mal. Il y a une indifférence par rapport à cela. Et hier, on comprend bien que les scientifiques, s'ils étudient les choses d'une façon, dans une certaine indifférence, comment pourraient-ils, d'une certaine façon, nous aider à prendre des décisions, lorsque ces décisions soit concernent notre propre bien, et là je renvoie à l'idée de sobriété, soit quand ces décisions concernent notre relation aux autres. Autrement dit, lorsqu'on est face à des questions de justice. Et est-ce que c'est à la science de donner des critères de décision aussi bien concernant la tempérance personnelle que la justice collective? Ce n'est pas si simple que ça. Et là, je crois que ça pose un vrai problème. Et je crois, pour finir, que ce que nous avons vécu ici dans le département lorsqu'il y a eu les incendies, les choses viennent davantage de la part des personnes, lorsque ces personnes sont libres d'agir, que d'en haut, lorsque les choses leur sont imposées. Oui, vous avez parlé des inégalités. Effectivement, il y a une logique de responsabilité également des pays. Alors, pourquoi responsabilité? Parce que beaucoup de pays, je les ai cités aussi juste avant, sont plus responsables que d'autres du réchauffement climatique. Et la question, c'est ceux qui souffrent aujourd'hui du réchauffement climatique ou en souffriront le plus demain sont ceux qui parfois ont le moins contribué à ce réchauffement climatique. Et ça pose la question effectivement à la fois des inégalités, mais aussi de la responsabilité historique de certains pays. Alors est-ce qu'on doit pratiquer une logique de pollueur-payeur ou comment on peut réagir par rapport à ces inégalités? Catherine? Alors c'est un immense problème, je vais essayer de l'aborder de la façon la plus claire et en donnant quand même des références. Revenons, si vous voulez, au PNU, au Programme national des Nations Unies sur l'environnement. C'est en même temps qu'est mis en place le Programme des Nations Unies sur l'environnement, qui va conduire à ce regroupement, à cette rencontre des différents États pour voir comment ils vont faire face en commun au changement climatique. Il y a un autre programme des Nations Unies qui est le Programme des Nations Unies sur le développement. Et quand monte la menace environnementale, puis encore plus la menace climatique, on est dans un monde, on parle encore de tiers-monde, maintenant on est dans le nord et le sud, hein, on est dans un monde complètement d'inégalité entre les pays occidentaux et les pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, qui sont dans ce qu'on appelle encore le sous-développement. Et donc, du point de vue... Non, toujours Non, il faut juste pas toucher là. Je touche pas là. Et donc, la décision d'essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre est interprétée par les pays du Sud, enfin du tiers-monde puis du Sud, comme une façon de leur refuser le développement auquel ils estiment avoir droit, puisque leur état de retard, de sous-développement est largement dû à la domination coloniale puis impérialiste des pays du Nord. Donc il y a déjà un énorme problème de justice de ce point de vue-là. Et pendant un temps, on va penser que ces histoires de changement climatique, c'est une façon
encore que les pays dominants, impérialistes, ont d'empêcher les pays du Sud de se développer. Donc, énorme question de justice et énorme... Moi, je me souviens d'en avoir discuté avec un étudiant africain qui faisait une thèse là-dessus. Ils ont eu l'impression d'être volés de leur développement. Et on leur dit, ben non, le développement, c'est fini. Hein. Maintenant, il faut être sobre. Oui, c'est bien de dire aux pauvres qu'ils doivent être sobres. Hein. C'est vraiment très bien. Donc, alors, à quoi on répond là-dessus? Il y a dans la conférence, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, il y a un principe qui va être répété sans arrêt dans toutes les COP, qui est le principe des responsabilités communes, mais différenciées. Alors, de responsabilités communes, il y a l'idée planétaire. Tous les pays sont embarqués là-dedans. Tous, ils ont une responsabilité. Mais il y en a, je dirais, qui sont plus responsables que d'autres. Et ça va être interprété... Là encore, il y a une très rapide évolution historique. Ça donne qu'aux accords de Tokyo en 1997, c'est que les pays du Nord qui s'engagent à restreindre. Et puis après, il se passe ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en 1997, au moment de la COP de Kyoto, les pays émetteurs, c'est les États-Unis et l'Europe. Et puis, il y a ce qu'on va appeler les pays émergents, ou ce qu'on va appeler les BRIC, hein, les... Brésil, etc., etc., Inde, Chine, et la Chine est actuellement le plus gros émetteur. Alors, ça se met... Et de loin. Un tiers des émissions aujourd'hui. En chiffres absolus, hein, au niveau de l'empreinte de chaque Chinois, elle est quand même supérieure à l'empreinte d'Africains, de beaucoup d'Africains. Donc, il y a ce problème de... Alors, si vous voulez, c'est un double problème, à la fois de responsabilité historique, comment attribuer les responsabilités. Alors, il y a une quasi-évidence, ben oui, c'est les pays capitalistes et les autres n'y sont pour rien, mais je peux vous dire que cette évidence, malgré tout le respect que j'ai pour les économistes qui peuvent être présents dans cette salle, cette évidence est remise en cause par un certain nombre, hein, non, Olivier Godard, est remise en cause que, ben non, c'est pas si simple que ça. Non. Tout le monde... Bon. Alors, il y a ce problème de responsabilité historique dont on parle de moins en moins. Et puis, il y a le problème de comment répartir l'effort. Et ça, c'est l'aspect prospectif de la justice. Et là aussi, il faudrait que ça se traduise en réalité. Et dès la conférence de Copenhague, mais aussi en 2009, mais aussi en 2015, au Bourget, les pays du Nord, je me souviens de Fabius présentant ça, hein, les pays du Nord se sont engagés à alimenter un fonds vert international qui permettrait aux pays du Sud de faire face. Ça n'a pas été versé. Donc, il y a effectivement d'énormes problèmes de justice. Alors, je répondrai à mon co-intervenant que le GIEC ne s'est jamais mêlé de ça, hein, que le GIEC est très clair, et chaque fois, si vous avez invité quelqu'un du GIEC, il est très clair, le GIEC ne prescrit pas. Il étudie les scénarios de façon à ce que les politiques... Donc là, il y a une séparation très nette, on peut en discuter, mais c'est... Je veux dire, la volonté du GIEC de ne pas intervenir sur les questions normatives, donc, et sans aucun doute. Et donc, il y a d'énormes problèmes de justice. Alors, je dirais, à la fois, c'est des problèmes réalistes, parce que si ça reste des mots, ça ne sert à rien. Et on peut se dire, finalement, la seule chose qui compte, c'est les rapports de force. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que si cette justice n'est pas un petit peu prise en cause, les plus pauvres se révolteront ou se jetteront dans des régimes autoritaires. Donc la question de la justice, c'est une question d'idéal, mais c'est aussi une question très réaliste. Merci Catherine. Sur un autre sujet, je voudrais aborder, Eric, sur l'impact psychologique. Là, on va surtout dans le sociétal, sur l'impact psychologique, philosophique et sociologique. Est-ce qu'on pourrait mettre en perspective, alors c'est volontaire de mettre une frontière qui va être clivante, mais entre la bombe atomique et la bombe climatique?
Est-ce qu'on peut parler de bombe climatique aujourd'hui? Alors je crois que d'ailleurs l'expression est utilisée par rapport à l'impact du carbone, mais c'est plutôt par rapport à l'analogie avec la bombe atomique. Alors, je pense que peut-être que vous le savez, chaque année, à Los Alamos, les scientifiques américains se réunissent afin de définir, en fonction des différentes menaces qui pourraient détruire l'entière humanité, se réunissent pour déterminer justement la proximité avec ce qu'ils appellent la fin du monde. Et donc, ils ont symboliquement une horloge. La fin du monde est symbolisée par minuit. On appelle cette horloge The Doomsday Clock, ou l'horloge de la fin du monde. Et depuis à peu près 2 ans, nous sommes à 100 secondes avant minuit. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Même pas 2 minutes. On a connu mieux. Je crois qu'on n'a pas connu pire. Même à l'époque, lors de la guerre froide, on n'a pas eu aussi peu de temps avant minuit, en raison notamment, bien évidemment, de toujours le risque nucléaire, le risque terroriste, le risque lié aux fake news dont on a parlé un petit peu hier, et évidemment le réchauffement climatique. L'analogie avec la bombe atomique, si elle est faite, j'allais dire, va poser une véritable difficulté. Il y a un philosophe qui a réfléchi à l'arme nucléaire, c'est celui qui fut le mari d'Hannah Arendt, Günther Anders, qui a développé la thèse que la bombe atomique a été utilisée simplement parce qu'elle était possible. Et associé à cette thèse, il y a cette idée que si quelque chose de technique est possible, cette chose sera faite, et s'ajoute à cela que si cela existe, cela sera utilisé. Autrement dit, ce n'est pas, selon lui, vrai que l'on aurait utilisé la bombe atomique pour des fins stratégiques, pour terminer plus rapidement la guerre avec le Japon, pour diminuer le nombre de morts. C'est plus terrible, c'est pire, c'est plus machinal, autrement dit, c'est moins lié à d'intentions plus ou moins bonnes. Elle a été utilisée parce qu'elle existe. Alors, il l'exprime sous une forme métaphorique. Ce n'est pas parce qu'on a soif que l'on boit du Coca-Cola, c'est parce que Coca-Cola existe que nous buvons du Coca-Cola. Parce qu'ils savent bien le vendre aussi. Voilà. Alors, bon, on peut ne pas boire du Coca-Cola. Voilà, on peut, c'est vrai, ne pas boire de Coca-Cola, mais donc le problème du réchauffement climatique, si c'est une bombe, ça signifierait à ce moment-là, et si on la compare à la bombe atomique, que d'une certaine façon, elle est inéluctable. C'est-à-dire que d'une certaine façon, si le réchauffement est techniquement, j'allais dire, possible, dans le sens s'il est une conséquence de notre mainmise technologique sur la nature, alors c'est une question de temps, alors il ne peut pas être entravé. C'est pour ça que l'analogie est dangereuse en même temps, parce que, et Günther Anders le dit d'une certaine façon, nous sommes dans le temps de la fin. La question n'est pas si la fin est ou non possible, la question est le délai qui nous reste avant la fin. Alors bien sûr, la Terre n'existera plus, on le sait, dans 6 milliards à peu près d'années. Bon, ça nous laisse du temps, c'est vrai. Bon, mais donc c'est pour ça que l'analogie avec la bombe atomique pourrait nous donner l'impression que rien n'est possible puisque tout est inéluctable. Donc voilà ma remarque. D'accord, merci. Après, effectivement, sur les rapports du GIEC, il y a des projections à 1,5 degré, 2 degrés, etc. On est sur quelque chose qui, et ça a été dit hier dans la deuxième conférence, proche de l'inéluctable, en tout cas de quelque chose qui va arriver. Et c'est un paquebot à 10 ans, à 20 ans. Donc on a déjà engagé effectivement tout ça. Alors, Catherine Larère, moi, ce que je voudrais faire surtout avant peut-être de prendre des questions, c'est de revenir un peu sur votre sujet du livre. Est-ce que le pire est certain ou pas? Alors, quels sont
pour vous les solutions réalistes à mettre en œuvre individuellement ou collectivement, et puis avec cette notion de temps ou de temporalité à court et moyen terme? Alors, le pire n'est pas certain. Petite expérience de logique élémentaire ne veut pas dire il est certain que le pire ne sera pas. Ça ne dit pas donc que non, ça n'arrivera pas. Ça dit qu'il n'est pas sûr que cela arrivera. Alors, ce qui a été, ce qu'on appelle le déterminisme technologique qui a été évoqué, que tout possible technique sera réalisé, je rappelle ce que rappelle Bruno Latour, c'est que les musées sont pleins de possibles technologiques qui n'ont jamais été réalisées. Hein. Pensez au train sur rail vertical là, qui est près d'Orléans. C'était une très bonne possibilité. Ça n'a pas été réalisé. Donc il ne faut pas se laisser impressionner par ce genre de discours. On peut quand même essayer de réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a dit très rapidement dans le pire n'est pas certain? Eh bien, justement, ce qui fait que la thèse, il y a des gens qui prétendent faire une science même du collapse, de l'effondrement, et leur idée principale, leur thèse principale, c'est que nous vivons, et c'est vrai, dans un monde de plus en plus complexe, hein, un système, je vous ai parlé des théories du système Terre tout à l'heure, des systèmes des plus complexes, et plus c'est complexe, plus c'est fragile. Et donc, décidément, j'ai du mal avec l'habitude, je sais pas. Plus c'est complexe, plus c'est fragile, et donc, ça va s'effondrer. Mais le problème, c'est que, et c'est certain, le problème, c'est que plus un système est complexe, ça, quelqu'un comme Edgar Morin, qui est un grand spécialiste de la complexité, le disait très bien pendant le Covid, plus un système est complexe, moins il est prédictible. Une des caractéristiques de la complexité, c'est l'impossibilité de prévoir. C'est pour ça qu'il faut que le GIEC fasse des quantités de scénarios. Il ne peut pas dire les choses vont se passer comme ça. Il fait varier des choses. Bon. Et donc, il est contradictoire de dire nous vivons dans la complexité, donc ça va s'effondrer. Alors, et je vais terminer là-dessus pour laisser des questions. Mais ce qui est important aussi, c'est l'idée que le monde, c'est là que alors à un niveau beaucoup moins théorique et conceptuel que celui qui vient d'être donné, mais que la comparaison avec la bombe atomique est gênante, c'est l'idée d'une catastrophe totale mondiale. Non, ça aussi, c'est un effondrement simultané, soudain et se passant partout de la même façon. Non. Ce qu'on va avoir, et c'est là que, bon, il y a des raisons d'être inquiet, c'est une multiplicité de catastrophes, comme on a vu en Gironde cet été. Donc, pas d'effondrement certain, pas de déterminisme technologique, mais une nécessité d'être extrêmement plus qu'attentif, de faire des choses. Et les choses, vous m'avez demandé les solutions, moi je dirais, il y a des choses qui sont en train de se passer au niveau local et on n'y est pas assez attentif. Alors pourquoi par exemple comme solution au niveau local? Ça va? Alors je ne sais pas s'il faut parler de solution, parce que solution c'est une vision très technique des choses. Les gens sont en train de changer leur mode de vie, l'agriculture biologique se développe, l'agroécologie, on a empêché l'extension de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc il y a des luttes pour l'eau en Amérique du Sud. Donc dans beaucoup d'endroits, collectivement, les gens prennent leur sort en main. Et pour moi, l'optimisme, il est là. Enfin, l'espoir. Alors, Éric Trélu, est-ce que vous avez de l'optimisme à nous proposer? Non, ni optimiste ni pessimiste. Je pensais à une phrase de David Fleming, qui est un Anglais qui a travaillé sur les questions de l'environnement. Il a écrit un livre qui s'appelle Lean Logic. Il disait, plus on pense qu'il y a de solutions, plus le pire est possible. Pourquoi? Parce que finalement, on n'y croit pas.
Et ce qu'on ressent quelque peu, et je pense que les scénarios peuvent arriver, etc., on sait beaucoup, mais on ne croit pas ce que l'on sait. Et à partir de là, c'est assez compliqué. Eh bien, je vous propose qu'on passe aux questions. Est-ce que certains d'entre vous voudraient poser une question? Donc, je rappelle qu'on est sur la logique du contexte philosophique, social et sociétal. On aura d'autres sujets. Oui, une première question. Oui. Merci. J'ai une question pour Madame Larère. Madame, vous avez évoqué une opinion dont je ne sais pas si vous la partagez ou si vous la cautionnez sur la responsabilité ou la culpabilité des nations développées à l'égard de celles qui sont dans un développement inférieur. Avant, on disait sous-développé, maintenant on dit en voie de développement. Et en quelque sorte, une critique absolue du colonialisme qui n'est pas bien sûr sans faute. Mais si l'on imagine ces pays, les pays par exemple du Sud Sahel ou des pays d'Amérique du Nord, là, les États-Unis ont été une colonie de la Grande-Bretagne ou de l'Amérique du Sud ou d'autres pays, ou si l'on compare des pays avec un régime climatique différent, est-ce que le développement aurait été le même et aussi fort que dans les pays dits colonisateurs et supposés coupables? Je rappelle, pour terminer, que la France a été une colonie, la Gaule a été une colonie romaine. Est-ce que la Gaule se serait développée aussi bien sans la colonisation romaine? On voit dans le sud de la France, par exemple, du côté de Nîmes ou d'ailleurs, des restes de colonisation romaine qui sont le témoignage d'une civilisation avancée. Donc, savoir si vous cautionnez, si vous partagez cette idée dont vous avez vu qu'elle me paraît au moins discutable. Bien sûr, tout est discutable, hein, c'est le rôle des... Naturellement. Alors, vous me permettrez donc, pour vous répondre, de remettre en cause l'assimilation que vous faites entre responsabilité et culpabilité. Eh bien, on pourrait en discuter. Non, alors là, et en tant que juriste, vous savez qu'il y a des notions de responsabilité objective qui ne sont pas, ça va? J'ai toujours des problèmes avec mon micro. Il y a des notions de responsabilité objective qui ne sont pas justement responsables mais non coupables. C'était choquant pour l'opinion publique. Juridiquement, ce n'était pas aberrant. Donc moi, et d'autant plus, alors revenons au problème dont on parle. Hein. La question, c'est que ce que nous appelons le changement climatique, bon, qui est un résultat complexe, est largement involontaire. Quand au moment quand se développait la révolution industrielle du 19e siècle et son accélération, au moment où on se met à brûler du charbon, puis du pétrole, puis on va passer à l'hydraulique, puis au nucléaire, etc., au moins, dans la plupart, le plus long temps possible, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que le changement climatique, le dérèglement climatique, c'est, étant donné que actuellement nous supportons les conséquences des émissions de gaz à effet de serre au 19e et au 20e siècle, ça n'est pas un résultat intentionnel. De ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui sont pénalement responsables là où il n'y a pas intentionnalité. Donc c'est pour ça que moi je distingue responsabilité et culpabilité. Premier point, donc pour moi c'est important, et donc il ne s'agit pas forcément de condamner, de mettre devant des tribunaux, etc. Alors, la discussion que vous engagez sur est-ce que le colonialisme a porté plus de bien que de mal, vous pourriez faire une séance complète en repartant de Montesquieu, qui, contemporain de l'extension européenne, c'est et je ne vais pas y répondre. Je dis simplement que on voit au moment où on
prend conscience de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'idée que ceux qui ont le plus profité de ce développement, c'est-à-dire les pays développés ou les pays du Nord, ou appelez comme vous voulez, sont ceux qui devraient prendre la responsabilité au sens de la charge, hein, des coûts de la situation. Et qu'on peut difficilement faire supporter, c'est ça le principe des responsabilités communes mais différenciées vers le passé, c'est les pays du Nord qui sont le plus responsables. Et c'est traduit dans un texte juridique qui est les accords de Kyoto de 1997, où c'est, alors ça s'appelle l'annexe A, où la liste des pays qui prennent des engagements chiffrés, c'est la première fois qu'il y a des engagements chiffrés de réduction des gaz à effet de serre, sont les pays développés. Donc, ce que je vous dis qui vous choque, qu'il y a une responsabilité très inégale dans la situation actuelle et quelque chose qui a été entériné par un texte qui a une valeur juridique. Alors, ce que j'ai indiqué aussi, c'est qu'ensuite, la situation s'est énormément transformée avec les pays émergents. Le problème que vous soulevez est bien évidemment un problème beaucoup plus large. Il n'empêche que je pense que le fait que les pays, l'Europe et l'Amérique du Nord se sont nourris, se sont développés sur le dos des pays du Sud, me paraît difficilement contestable. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que la colonisation est la même depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Hein. C'est pour ça que je disais, il y a cette appellation de plantationocène, hein, l'exploitation européenne à partir du XVIe est qualitativement différente de ce qui s'est fait avant. Hein, les transferts massifs d'esclaves et tout ça, ça n'avait pas existé. Oui, ça a été la première édition d'ailleurs des Journées de la Brette sur l'esclavage. Hein. Donc il y avait eu ces questions-là qu'on s'était posées effectivement autour de Montesquieu. Éric Trelu, je crois que vous avez peut-être une réflexion complémentaire. La question est difficile. Il me semble que, comme éclairage, et pour aller dans le même sens, il faut distinguer le monde de l'art, autrefois, et la technologie qui s'est développée depuis la révolution industrielle. Un philosophe, Ivan Illich, disait, justement dans le contexte technologique du XXe siècle, même déjà du XIXe, mais surtout du XXe siècle, nous avons plus à craindre des industriels du bien que ceux qui ont une intention mauvaise. C'est-à-dire qu'au fond, un mal, les souffrances que actuellement des peuples vivent ne sont pas forcément liées à des intentions mauvaises, mais à quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de machination qui est liée justement à ce développement technologique tout à fait particulier qui aurait, c'est discutable, mais tendance à s'autonomiser. Et en ce sens-là, peut-être s'il fallait trouver aussi une part de responsabilité, je pense que depuis le milieu du XXe siècle, il faudrait quand même interroger les scientifiques. La bombe atomique n'est pas venue de nulle part. Les arts chimiques en 14-18, les grands physiciens allemands ont y contribué. Et là, je crois qu'il y a une réflexion à avoir sur la responsabilité morale des savants. Alors c'est intéressant parce que Paul Valéry disait l'homme sait assez souvent ce qu'il fait, mais assez rarement ce qu'il fait. Donc ça répond complètement à cette logique effectivement de la responsabilité. Effectivement, on va peut-être prendre une autre question. Oui. Encore oui. Moi, pardon. Et ensuite, ça sera Bettina Laville qui propose aussi une question. Vous avez été plus rapide, monsieur Pétuoletta. Oui, il faut être positif et je suis très positif pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure. D'abord, il ne faut pas confondre réchauffement climatique, c'est la faute des hommes, c'est l'accélération du réchauffement climatique qui est la faute des hommes. Parce que le réchauffement climatique, c'est le mouvement des planètes. Il y a déjà eu des périodes chaudes et froides, et la Roy-Ladurie les a parfaitement bien décrites, on les connaît. Ce qui est plus ennuyeux actuellement, c'est que la production de gaz à effet de serre
accélère ce réchauffement climatique et nous met dans une situation particulièrement dangereuse, pas forcément atomique. Et donc le problème est un problème d'éthique. Ce n'est pas un problème forcément politique, c'est un problème d'éthique. Il faut prendre conscience de ces problèmes-là et il vaut mieux des fois commencer par des petits projets dans des petites villes, Ivan Illich en avait parlé, où on peut faire des expériences très positives. Il y a une ville en Espagne qui s'appelle Pointe, ça va me revenir, et une autre, Porto Alegre, qui ont fait, en sud des États de l'Amérique, qui ont fait ces expériences. Et dans la ville qui est en Galice, dont je viens de parler, cette ville a supprimé les voitures dans le centre-ville, a réorganisé tous ses transports en commun, a mis une mobilité très large. Les gens étaient tous contre au début, et maintenant ils sont tous d'accord. Et le taux de CO2 a considérablement baissé. Donc il n'est pas nécessaire de passer par des organisations absolument indispensables quand même. Et il faut suivre les recommandations du GIEC, bien sûr, mais en même temps, rien n'empêche de faire des expériences locales, de démontrer qu'on peut avoir une infrastructure locale beaucoup plus adaptée aux problèmes d'aujourd'hui, alors que la confusion des directions et des décisions font qu'on n'avance pas, et qu'en 2030, on aura sans doute plus de 1,5 degré de réchauffement climatique. Catherine Lara. C'est bon. Non, mais j'ai eu tellement de problèmes avec le micro. Mais écoutez, vous allez, d'une certaine façon, vous allez dans le sens de ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit, on est totalement fasciné par le global. Et s'il y a de l'espoir, ça vient d'abord de l'ensemble des initiatives qu'il y a partout dans le monde. Alors on pourrait citer, vous avez cité l'Espagne, on pourrait citer Rob Hopkins et le mouvement de transition. Donc moi je pense que... Mais vous savez, en environnement, c'est rarement ou. C'est très souvent et. Donc je crois qu'on a besoin des deux. On a absolument besoin des conférences mondiales, de l'accord des parties. Mais on a besoin aussi, justement, quelque chose... Je crois que c'est vous qui l'avez dit, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Hein, quelque chose que on prenne en charge nous-mêmes, tout à fait. Alors, une autre question de Bettina Laville. Oui, c'était pour rebondir sur ce que donc disait Catherine, puisque nous sommes chez Montesquieu, par rapport au despotisme global, entre guillemets. Ouais. Alors, moi, je suis d'accord que... non, d'accord, voilà. Je suis d'accord avec le fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives et c'est ça qui donne l'espoir. Cependant, moi, je suis quand même très inquiète du délitement du multilatéralisme climatique en ce moment, parce que si on n'a pas, peut-être que ça nous tombe de haut, mais si on n'a pas un accord entre les nations avec les progrès, n'oublions pas que quand même, globalement, je veux dire, le réchauffement est global, mais même s'il s'incarne de manière différente, on a quand même un problème. L'année prochaine, il y a un sommet du futur, en septembre prochain, exactement dans un an, qui devrait poser des pistes sur la gouvernance mondiale. Et il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé il y a 6 mois, c'est que le Conseil de sécurité s'est emparé de la question climatique. C'est la 4e réunion. Au début, c'était un petit débat où les gens n'étaient pas d'accord. Là, il y a eu un dernier débat, à l'initiative d'ailleurs de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. Je ne suis pas sûre que la Grande-Bretagne continue, mais c'est autre chose. Et donc, il y a eu un débat, évidemment sans vote, auquel les Russes et les Chinois n'ont pas refusé de participer, alors qu'ils refusaient auparavant. Donc, finalement, dans notre siècle, la sécurité, c'est évidemment la sécurité climatique, en plus de tous les problèmes de sécurité dont je n'ai pas besoin de parler, puisqu'on les vit en ce moment. Et donc, je pense qu'il faut complètement refonder une espèce... Alors moi, j'ai jamais aimé le mot gouvernance, mais il faut quand même essayer d'avoir un gouvernement mondial. Alors, j'allais dire un gouvernail mondial. Voilà, ça me paraît plus précis. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un accord sur tout ce qu'on appelle, j'en ai parlé hier, pertes et dommages, etc. Parce que s'il n'y a pas l'instauration d'une solidarité mondiale puissante entre les pays pauvres ou les pays riches, ou certaines régions des pays riches qui ne vont pas faire face à tout, il ne faut pas rêver. Prenez le Portugal, etc., par exemple, hein, ou l'Espagne, etc.
Bon, vous savez, Gorbatchev, qui vient de mourir, personne n'en a parlé quand il est mort, avait eu une idée géniale. C'était pas tellement la Croix verte, parce que la Croix verte, ça a été très compliqué. C'était, oui, mais c'était, voilà, c'est ça. Le Horst Charter. Alors, il y avait Horst Charter, alors ça, moi, on pourra en parler, non, les casques verts, c'était ça sa grande idée. Il avait porté à Rio 92 l'idée en disant, il y a la Croix-Rouge. Bon, aujourd'hui, quel est le risque qui menace le 21e siècle? La perte d'environnement, etc. Et il faut des casques verts. Imaginez si depuis 30 ans, ces casques verts avaient été mis, comment dirais-je, en activité, à quel point on aurait des escadrilles, si j'ose dire, par rapport aux incendies, par rapport à cela, etc. Donc il faut quand même une part de gouvernance sans despotisme. Alors une petite réponse de Catherine Larère, et après on va faire une petite pause d'une quinzaine de minutes avant la prochaine conférence qui sera le contexte économique avec Philippe Dessertine et Christian Depertuis. Oui, alors, ce que je viens de dire, je vais redire, on a besoin de tous les niveaux. Donc on a besoin d'un niveau international fort, mais je pense aussi qu'il faut voir comment on peut forcer les États à faire quelque chose. Et de ce point de vue-là, je pense que les accords de 2015 qui permettent aux sociétés civiles de faire des recours en justice pour attaquer les États, hein, que ce soit notre affaire à tous, l'affaire du siècle, pardon, l'affaire du siècle ou ce qui c'est à Grande-Sainte, c'est extrêmement important parce que le gros problème des accords internationaux, c'est leur applicabilité. Et de ce point de vue-là, je pense que les accords de Paris, en donnant la possibilité d'un contentieux juridique, climatique, c'est très important.